soir, la GRC confirme faire enquête sur une possible ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes. On revient sur les derniers développements avec le spécialiste de la Chine, Jean-François Lépine. Les décisions budgétaires du gouvernement Trudeau ont-elles contribué à alimenter l'inflation? Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, répond à nos questions. Et en ce jour de rentrée parlementaire à Québec, les attentes sont élevées pour le premier ministre François Legault. L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Après le dévoilement de la politique sur l'Indo-Pacifique, la question de la Chine continue d'alimenter les débats à la Chambre des communes. La commissaire Brenda Lucki a confirmé que la GRC mène une enquête sur une ingérence chinoise importante dans les affaires canadiennes, mais sans révéler précisément le type d'activités qui font l'objet de cette enquête. Ça fait suite, bien sûr, à cette affaire de possible interférence de la Chine dans les élections de 2019 au Canada. L'affaire a rebondi à la Chambre des communes cet après-midi. En fait, toutes les questions du chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, ont porté sur cette affaire. Est-ce que nos services de renseignement, nos fonctionnaires ou nos policiers ont informé le premier ministre de l'ingérence de Pékin dans nos élections? Oui ou non? Le très honorable Premier ministre. Comme j'ai dit plusieurs fois, Monsieur le Président, nos services de renseignement et nos services de police prennent très au sérieux l'importance de lutter contre l'ingérence étrangère, y compris l'ingérence chinoise. Mais je peux rassurer le député et tous les Canadiens que dans les élections de 2019-2021 n'ont pas subi de l'ingérence de manière à changer les résultats de l'élection de façon significative. C'était le rapport du comité indépendant là-dessus. Et pour discuter de cette possible ingérence de la Chine dans les affaires démocratiques du Canada, je retrouve Jean-François Lépine, ex-diplomate. Bon, il était directeur des représentations du Québec en Chine. C'est un spécialiste de cette région du globe. Bonsoir, Monsieur Lépine. Bonsoir. C'est pas encore clair, cette histoire d'ingérence. La GRC qui confirme avoir ouvert une enquête, mais dit ne pas avoir eu de preuves concrètes en 2019 d'ingérence chinoise dans les élections fédérales. Je vous demanderai d'abord, à la lumière de votre expérience diplomatique en Chine, à quel point la Chine vous semble une menace réelle pour notre démocratie au Canada? D'abord, la Chine est intervenue à plusieurs reprises dans nos affaires intérieures. Il y a eu plusieurs exemples de ça. Mais aussi, la Chine est un pouvoir extrêmement compétitif sur la planète. Donc, il y a énormément de cueillettes de renseignements qui se fait dans beaucoup de pays du monde, y compris au Canada. Il y a des exemples de ça encore une fois. C'est pas pour rien que le ministre Champagne, par exemple, a décrété récemment que 3 investisseurs majeurs chinois seraient priés de se retirer de projets miniers dans des secteurs liés à nos minéraux stratégiques parce qu'on est en compétition avec la Chine. La Chine n'est pas un pays transparent. La Chine ne nous permet même pas, de toute façon, à nous, Canadiens, d'investir dans ces projets miniers, même les plus conservateurs en Chine. Donc, comme on est en compétition, comme les pratiques chinoises ne sont pas transparentes dans le monde, on se perçoit de plus en plus comme menacé par ce pouvoir-là. Et on prend dorénavant, c'est nouveau de la part du Canada, mais la décision, par exemple, de ne pas acheter d'équipements 5G de la part de Huawei et d'autres compagnies chinoises impliquées dans ce domaine-là parce que on pense que ces technologies-là nous permettent éventuellement à ces compagnies-là et à la Chine de faire de l'espionnage au Canada. De la même façon, nos minéraux stratégiques, on essaie d'en garder le contrôle parce qu'on pense que, encore une fois, la Chine ne pratique pas le commerce avec nos mêmes valeurs et n'est pas aussi transparente que certains autres de nos alliés avec qui, dorénavant, on va privilégier nos relations. Cela étant dit, je veux revenir avec vous sur la nouvelle stratégie Indo-Pacifique du Canada, maintenant qui a été présentée en fin de semaine. C'est un plan, bon, on le sait, de 2,3 milliards sur 5 ans. Ça inclut un volet commercial, il y a un volet militaire aussi. C'est une stratégie qui a été majoritairement, je dirais, bien accueillie par les partis d'opposition ici aux communes et aussi les spécialistes de l'Asie. Mais il y a quand même certains qui reprochent son manque de cible claire. Est-ce que c'est un reproche qui est justifié selon vous?
C'est vrai. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les gens qui disent dorénavant, oui, d'abord, cette stratégie-là, elle était attendue simplement parce que, encore une fois, on observe dans le monde une tendance de la part de certaines grandes puissances, comme la Chine en particulier, de transgresser les règles commerciales, de privilégier, d'essayer de contrôler des routes maritimes, entre autres en mer de Chine. Bref, l'influence de la Chine en Asie depuis quelques années est une influence qui perturbe le climat d'affaires et le climat de relations qu'on a dans cette région-là. Et donc, depuis longtemps, on attendait du Canada, l'opposition conservatrice le demandait depuis longtemps, que le Canada ait une stratégie. C'est la première fois d'ailleurs depuis des années que le Canada dévoile une stratégie importante en matière de politique internationale. Et donc, l'objectif est intéressant. L'objectif, c'est d'être beaucoup plus critique, d'avoir une relation évolutive dans nos rapports avec la Chine, qui demeure quand même le plus grand marché au monde en termes de marché de consommation, qui demeure un partenaire, notre deuxième partenaire national en termes de commerce avec le Canada, avec le Québec, c'est la même chose. Donc, c'est un partenaire important, mais on dit dorénavant, on sera beaucoup plus critique dans nos relations avec la Chine. On fera valoir nos valeurs et ce à quoi on croit fondamentalement. Mm-hmm. Et puis, aussi, on va développer en Asie, qui est quand même l'endroit au monde où la croissance économique est la plus importante, c'est 65% de la population mondiale. On va développer, pour compenser le pouvoir de la Chine, des partenariats avec des États qui partagent les mêmes valeurs que nous, comme l'Inde, comme le Japon, la Corée, comme tous les pays de la NAS, l'Association des Nations de l'Asie de l'Est. Alors ça, c'est ça qui est le plan. Le montant, 2,3 milliards, c'est pas beaucoup quand on pense que c'est sur 5 ans. Et c'est pour ça aussi qu'on se demande comment on va cibler tout ça et comment surtout on va évaluer les résultats de cette politique-là. C'est ça qui va être important dans l'avenir. On va quand même investir 750 millions de dollars en infrastructure dans des pays de l'Asie qu'on veut aider dorénavant. C'est pour compenser l'aide de ce type que la Chine mène depuis des années dans le cadre de ce qu'on appelle en anglais le Belt and Road Initiative, qui est un immense plan Marshall chinois dans la région qui permet à la Chine de développer des liens et peut-être même aussi des dépendances. Beaucoup de nations d'Asie, surtout les petits pays moins riches, ont beaucoup de dépendance face à la Chine depuis que la Chine les aide à ce point-là. Donc l'objectif, surtout de la part des pays du G7, entre autres, le Canada va être là-dedans, c'est de dire on va compenser l'expansionnisme de la Chine en faisant nous-mêmes aussi des investissements importants dans le développement de cette région-là. Oui. Donc, on verra, parce que plusieurs se demandent justement comment on va pouvoir mesurer la réussite, finalement, de cette stratégie canadienne. C'est la grande question, on verra. Je veux vous entendre sur le volet diplomatique. Vous êtes un ancien diplomate, parce qu'il y a tout un volet aussi diplomatique à cette stratégie. Ottawa qui lance une offensive, donc, dans la région, investit 90 millions pour créer des nouveaux postes de diplomates. Le Canada, vous en parliez, veut se rapprocher, entre autres, de l'Inde, de l'Indonésie. On parle d'une 60aine de postes. Quel genre de différence ça pourrait faire sur le terrain, selon vous? Est-ce que ça répond aux besoins dans cette région? D'abord, ça répond aux besoins. C'est une région du monde où on n'a pas assez investi. Au cours des dernières années, on a été fasciné par le développement de la Chine, la puissance économique de la Chine. La priorité dans cette région du monde, c'était d'être là, de développer la Chine. La Chine adopte une politique étrangère maintenant qui est beaucoup plus agressive qu'avant, très différente, inspirée par une volonté de conquête, mais aussi cette espèce de peur que la Chine a qu'on ralentisse son développement. Alors, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser encore davantage à cette région-là qui, je l'ai dit plus tôt, stratégiquement et économiquement, et d'ici 15 ans, ce sera la moitié de l'économie de la planète. Mm-hmm. Donc,
Un montant à investir, oui, dans nos relations diplomatiques et tout ça, mais il y a beaucoup d'autres types d'efforts dans cette grande politique-là. Le temps file. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la réaction de la Chine ne s'est pas fait attendre à cette stratégie. Ouais. L'ambassadeur chinois au Canada a accusé Ottawa de suivre les traces des États-Unis, finalement, et de créer de la division, de la confrontation dans la région de l'Indo-Pacifique. Je vous demanderais à quoi on peut s'attendre de la relation du Canada avec la Chine à partir de maintenant? Bien, d'abord, la réaction de la Chine, en 2 mots, est intéressante parce que moi, je dis depuis des années que le Canada, depuis longtemps, et c'est pour ça que le Canada n'arrive plus à se faire élire au Conseil de sécurité des Nations unies, le Canada n'a pas de politique autonome en matière de relations internationales depuis des années. Là, on adopte une politique, mais malheureusement, encore une fois, on est très en retard. Alors, il y a beaucoup de cette politique-là qui ressemble à ce que les Américains ont déjà adopté ou les Européens. Et ça fait l'affaire de la Chine de dire qu'on est les valets des États-Unis. Cela dit, je pense pas que la Chine doit reconnaître qu'il va y avoir au cours des prochaines années cet effort de la part des pays développés qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs autocratiques de la Chine, de contrebalancer le pouvoir chinois. Et que le Canada le fasse, l'Australie le fait, d'autres pays vont le faire, ça ne nuira pas plus à nos relations avec la Chine que dans l'état actuel de nos relations qui sont pratiquement nulles avec la Chine. Donc, et les Chinois, je l'ai toujours dit, au-delà des mots de l'ambassadeur de Chine au Canada, les Chinois respectent beaucoup les pays qui ont, ou les individus, c'est la même chose dans la culture chinoise, qui se tiennent debout, qui ont une attitude. L'important, c'est de savoir ce que ce pays-là veut, et on négocie avec ce pays-là, peu importe. Je pense que ça ne nuira pas à nos relations. Au contraire, la Chine va voir où on se range. Et plus on va être impliqué en Asie, plus on va vouloir changer, par exemple, nos chaînes d'approvisionnement pour privilégier d'autres pays en Asie, comme le Vietnam, l'Indonésie, etc., ou l'Inde, plus les Chinois vont se rendre compte que le Canada est critique, le Canada est actif, et les Chinois eux-mêmes vont vouloir simplement vendre eux-mêmes les relations économiques avec la Chine. Mm-hmm. Et je pense que ça va créer un effet bénéfique dans la région de toute façon. Alors, on verra. C'est à suivre. Jean-François Lépine, spécialiste de la Chine. Merci beaucoup pour vos lumières. Ça a été très éclairant. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Sur l'inflation et la politique budgétaire du gouvernement Trudeau, maintenant questionnée lundi au Comité des finances, la ministre Chrystia Freeland a dû défendre sa mise à jour économique de l'automne. Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, a toutefois déclaré aux députés qu'Ottawa n'a pas fait preuve de rigueur budgétaire et a contribué à l'inflation avec ses dépenses. Et pour discuter de l'impact de la mise à jour économique du gouvernement Trudeau sur l'inflation, je retrouve Yves Giroux, directeur parlementaire du budget. Bonsoir, M. Giroux. Bonsoir. On le sait, le Parti conservateur et son chef Pierre Poilievre maintiennent que les libéraux ont largement contribué au problème de l'inflation élevée avec leurs dépenses nombreuses pendant la pandémie. À la lumière de votre examen, est-ce que c'est une critique qui est juste? C'est l'adjectif largement qui est peut-être à mettre à prendre avec des pincettes parce que c'est évident que l'inflation a été créée ou est causée par plusieurs phénomènes. On parle souvent des situations sur la scène mondiale, notamment avec les prix de l'énergie, les prix des aliments et des matières de base. C'est sûr qu'il y a des facteurs extérieurs et internationaux qui influencent grandement l'inflation, mais l'impact des dépenses gouvernementales c'est aussi retrouvé dans l'inflation, mais de là à dire que l'inflation est largement causée par les déficits budgétaires et les dépenses gouvernementales, il y a un pas à franchir que je suis probablement pas prêt à faire moi-même, étant donné que c'est une combinaison de facteurs. Ouais. Il y a évidemment le fait que les gens ont été contraints pendant plusieurs mois, sinon presque 2 ans, en termes de voyage, de déplacement, de certaines dépenses. Donc,
une fois qu'on allège les restrictions, il y a un effet de rattrapage qui se fait. Et il y a aussi un manque de main-d'œuvre, ce qui fait en sorte que ça pousse les pressions inflationnistes à la hausse. Oui, mais quand même, est-ce que vous avez une idée jusqu'à quel point les dépenses du gouvernement ont alimenté le phénomène de l'inflation? On a essayé de l'estimer pour certaines dépenses bien spécifiques suite à des questions qui nous avaient été posées, notamment les allègements qui ont été annoncés en septembre pour les gens à moyen et faible revenu, notamment le doublement temporaire du crédit de TPS, l'allocation au logement qui va être augmentée de façon ponctuelle et le programme d'assurance dentaire pour les enfants. Donc, on a estimé que ces trois mesures-là qui vont être temporaires, sauf évidemment l'assurance dentaire, mais ces mesures-là vont augmenter l'inflation de 0,01 %. Donc, on parle de décimale. Évidemment, c'est environ 4,5 milliards de dollars. On peut tenter de faire une extrapolation si on multiplie ça par 10 ou par 20 ou par 30. On arrive quand même à des chiffres qui sont relativement faibles quant à leur impact direct sur l'inflation, mais de les extrapoler est un peu risqué parce qu'il y a toujours un effet qui n'est pas toujours le même dépendant de la nature des dépenses. Tout ça pour dire que les dépenses gouvernementales en elles-mêmes ont un impact à la hausse sur l'inflation, mais c'est probablement pas l'impact le plus important. Bon, je veux vous entendre, M. Giroux, sur la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement, parce que lors de votre passage lundi devant le Comité des finances des communes, vous avez dit qu'Ottawa dépensait une part importante de sa nouvelle marge de manœuvre et que ça ne lui permettrait pas d'agir rapidement advenant un problème, advenant que l'économie se détériore davantage. Est-ce que la mise à jour économique qui nous a été présentée au début du mois de novembre était prudente, selon vous? Bien, je dirais qu'elle était certainement pas sobre en matière de nouvelles dépenses. Vous avez mentionné que le gouvernement a été capable ou a profité plutôt d'une marge de manœuvre budgétaire d'environ 81 milliards de dollars sur les prochaines années, en bonne partie due à des rentrées fiscales qui ont été plus élevées qu'anticipées au moment du dépôt du budget en avril, et aussi en raison de l'inflation qui renfloue les coffres de l'État à un rythme accéléré. Donc, ces deux éléments-là et une baisse comparativement aux prévisions là, de certaines dépenses, des dépenses un peu moins élevées que prévues, ont généré 81 milliards de dollars de marge de manœuvre budgétaire. Et le gouvernement, après le budget et incluant les mesures qui ont été incluses dans la mise à jour de l'automne, a dépensé plus de 52 milliards de dollars. Donc, quand on entend dire que le gouvernement se garde des réserves pour intervenir si la situation économique se détériore, c'est vrai qu'il reste encore des réserves, mais on entendait dire, avant la mise à jour de l'automne, que le gouvernement irait de façon très, très mesurée et avec une certaine parcimonie dans les dépenses. C'est pas du tout ce qu'on a vu quand le gouvernement, dans une mise à jour, dépense 52 milliards sur les 81 qui sont devenus disponibles. C'est pas de la sobriété dans les dépenses. Et ça, c'est juste dans une mise à jour de l'automne qui, typiquement, sert uniquement à mettre à jour la situation économique et budgétaire, alors que là, il y a eu beaucoup de dépenses. Je vais terminer avec une annonce qui a été plus récente. Ottawa, on le sait, a annoncé en grande pompe sa stratégie Indo-Pacifique, dotée d'un budget de 2,3 milliards de dollars. Est-ce qu'on sait d'où provient cet argent et est-ce que c'était pris en compte dans l'énoncé économique de l'automne? Ben ça, je sais pas, parce que dans l'énoncé économique de l'automne, il y avait deux lignes qui disaient pression à venir et décisions imminentes que le gouvernement va prendre, mais qui sont pas encore annoncées. Ces deux lignes-là totalisaient 14 milliards de dollars sur 6 ans. Donc, je ne sais pas si la stratégie Indo-Pacifique est financée à partir de ces deux lignes mystérieuses-là pour lesquelles il n'y avait pas de détails, ou s'il s'agit de nouveaux fonds. Donc, c'est une bonne question à poser au gouvernement, mais malheureusement, je n'ai pas encore la réponse. Alors, on posera la question au gouvernement. Yves Giroux, directeur parlementaire du budget, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Pendant ce temps, du côté de Québec, c'était jour de rentrée parlementaire. Aujourd'hui, les députés qui ont été élus lors des élections générales du 3 octobre ont commencé à siéger cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'est une session qui est courte, seulement 8 jours avant la pause des fêtes, mais n'empêche, les défis sont nombreux. Alors, j'en discute avec nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. C'est vraiment un retour en force, il faut le dire, pour le gouvernement de François Legault, avec 90 députés sur 125 à l'Assemblée nationale. Un retour en force, mais qui vient avec des attentes élevées. Geneviève, ça va être quoi le principal défi du gouvernement de la CAQ pour cette nouvelle session parlementaire? Ça va être de livrer la marchandise, c'est-à-dire que oui, on a gagné, c'est incontestable, l'élection. On avait beaucoup de promesses. Ensuite, c'est de mettre en place ces promesses-là sans nécessairement être déconnecté de ce que veut la population. Alors, quand on a un gros mandat comme ça, puis une grande représentation de députés comme le CAQ a, ben des fois, on écoute un peu moins ce qui se dit sur le terrain. On sait que l'opposition est fragmentée aussi, divisée, n'a pas beaucoup de temps de parole, surtout dans certains cas. Donc, est-ce qu'on est vraiment au fait de ce qui se passe, de ce que la population veut? Et ça va être le travail de terrain des députés, surtout ceux qui n'ont pas eu de portefeuille, qui ne sont pas dans des comités ou des présidences de comités. Donc, ça va être de continuer à être le gouvernement, gouverner, mais en sachant qu'on a une majorité qui vient avec des responsabilités et qu'on ne peut pas tout faire quand bon nous semble. Ouais. Alors, portez attention à cet aspect-là. Daniel, ce sera quoi, selon vous, le plus gros défi de François Legault dans ce début de deuxième mandat pour lui? Je pense que c'est de trouver un équilibre entre les questions identitaires, comme la protection de la langue française, et des impératifs économiques, notamment la lutte contre l'inflation et aussi les effets négatifs de l'inflation, et aussi la question du système de santé, qui est toujours une préoccupation majeure au Québec, comme dans toutes les autres provinces. Oui. Allons-y d'abord avec la priorité de la lutte à l'inflation. Ça commence avec la mise à jour économique de jeudi du ministre des Finances, Éric Girard, alors que 6,5 millions de Québécois quand même attendent un fameux chèque de 400 $ du gouvernement pour lutter contre la hausse du coût de la vie. Geneviève, qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre au gouvernement Legault pour lutter justement contre l'inflation? Il en reste pas beaucoup, puis le gouvernement a décidé de faire depuis le début de sa stratégie à baser sur les chèques. Alors justement, d'envoyer des chèques, et quand je parlais tantôt d'être bien au courant de ce que la population dit ou réclame, ces chèques-là, on pose des questions parce qu'on se dit, est-ce que tout le monde, pas loin de 7 millions de Québécois, est-ce que tout le monde devrait recevoir ces montants-là? Est-ce qu'on ne devrait pas davantage les cibler? Et c'est ce genre de questions-là, que l'opposition va poser au gouvernement. Puis qu'est-ce que le gouvernement a comme réponse? Ensuite, est-ce que c'est juste des chèques? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on peut utiliser pour justement combattre l'inflation? Puis on en a discuté pas mal au cours des derniers mois, c'est que ce qu'on crée d'un côté, les bienfaits qu'on veut créer, on crée des problèmes de l'autre côté. C'est-à-dire que si on envoie plus de chèques à la population, elle va le dépenser, ça va contribuer à créer de l'inflation. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres stratégies pour venir en aide aux particuliers? Puis ça, comme il y a la mise à jour économique du ministre Girard cette semaine, ou enfin la semaine prochaine, cette semaine, on va peut-être avoir plus de détails sur des nouvelles stratégies, mais j'ai pas l'impression qu'on va en avoir beaucoup. Puis je pense que la CAQ veut davantage laisser le champ au gouvernement fédéral, puis peut-être pelleter dans la cour de l'autre les problèmes d'inflation, alors que le gouvernement fédéral dit oui, nous, on va s'en occuper. Alors, ça va être intéressant de voir s'ils ont des nouvelles propositions, mais je m'attends pas à tant de nouvelles propositions que ça de la part du ministre Girard. Oui. Daniel, vous parliez de la santé tout à l'heure, parce que la question de la santé, évidemment, c'est sur toutes les lèvres au Québec. Les urgences débordent. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui n'ont toujours pas de médecin de famille. Les délais pour obtenir des chirurgies s'allongent. À quel point la pression est grande pour la CAQ, justement, de livrer des résultats dans le domaine de la santé? La pression est énorme. Vous savez, à chaque fois qu'on a des élections, les politiciens, les chefs de parti promettent vraiment des changements importants, notamment concernant l'accès à un médecin de famille. On voit que les choses changent lentement et en fait, parfois même se détériorent au lieu de s'améliorer. Alors, je pense que oui, c'est un défi vraiment fondamental et c'est pas facile à faire. C'est pas seulement une question d'avoir une réforme, c'est de la mettre en œuvre. Et il faut avoir la collaboration des différents acteurs sur le terrain, notamment les médecins, les infirmières, les directeurs et directrices d'hôpitaux. Et ça, c'est pas du tout facile à faire. Et on se souvient de la réforme Barrette qui avait été assez catastrophique. Et là, on se dirige vers une nouvelle réforme qui pourrait essayer de réparer les problèmes causés par la réforme Barrette. Mais là, on pourrait créer de nouveaux problèmes, surtout si la mise en œuvre de la nouvelle réforme ne se fait pas dans des conditions favorables. Alors ça, c'est pour tous les gouvernements
la santé, je pense, c'est là où le bas blesse et il n'y a pas de solution facile. Oui. Toujours en ce qui a trait à la santé à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a été interpellé sur les problèmes du système de santé dans les provinces et les fameux transferts en santé. M. Trudeau considère que les ministres provinciaux de la santé ont refusé de discuter d'un plan proposé par Ottawa lorsqu'ils ont rencontré le ministre fédéral Jean-Yves Duclos à Vancouver au début du mois. Geneviève, est-ce que certaines provinces vont devoir céder, vous pensez, sous la pression et conclure des ententes à la pièce, je dirais, avec Ottawa, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant ce que vous amenez comme point de vue parce qu'effectivement, le gouvernement fédéral, ces dernières années, commence en disant « je négocie avec les 10 provinces, les 3 territoires ». Puis finalement, on se rend compte que c'est des négociations à la pièce, alors 1 à 1 avec chacune des provinces et territoires, ce qui est différent de la façon de faire de, je sais pas, il y a 15 ans, 20 ans et plus. Daniel, d'ailleurs, pourrait peut-être plus en parler sur ce point-là. Mais effectivement, d'y aller avec chacune des provinces. Et François Legault, il y a une semaine ou deux, a dit, ben moi, finalement, je suis prêt à parler d'indicateurs de performance puis de reddition de comptes. Alors, on se rend compte déjà que ça commence à s'effriter, ce front commun-là. Et ça va être sans doute la stratégie de Justin Trudeau d'y aller justement avec chacune des provinces. Et chacune, va dire, voici l'argent qui est sur la table, j'aime mieux la prendre moi-même que de la laisser collectivement. Puis après, avoir des débats qui ne finiront pas, à mon avis, entre les provinces, qui va avoir quoi, parce que le gâteau est petit, puis chacun va avoir le plus possible. Donc, c'est pas fini, on va l'entendre encore beaucoup parler des négociations en santé. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que chacun essaye de blâmer l'autre, ce qui est le bon fédéraliste canadien, je vous dirais. Là, Daniel, justement, si jamais des provinces concluent des ententes à la pièce avec Ottawa sur la santé, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le gouvernement de François Legault à Québec? Bon, premièrement, c'est pas nouveau. On a eu des ententes il y a quelques années bilatérales entre Ottawa et les provinces sur la santé. Et je m'attends à vraiment une situation similaire. Donc, il y a toujours des provinces qui ont vraiment besoin de beaucoup d'argent. Par exemple, province de l'Atlantique, qui vont probablement céder en premier. Puis après ça, les autres provinces, comme le Québec, vont sans doute devoir aussi négocier avec Ottawa. Parce que la pression va être forte. Parce que la situation dans le système de santé au Québec est très préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire. On a besoin d'argent. Alors, si Ottawa donne plus d'argent à d'autres provinces, la pression sur François Legault de s'asseoir à la table de négociation avec Justin Trudeau va simplement augmenter. Et là, ça va peut-être donner une occasion à l'opposition, qui est quand même affaiblie, à Québec, surtout l'opposition libérale, de faire pression sur François Legault et de l'encourager à négocier avec Ottawa. On va terminer justement en parlant de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est le Parti libéral du Québec. C'est un parti qui est aux prises avec des crises internes. À quel point, justement, Geneviève, ça vient affaiblir le travail d'opposition officielle à l'Assemblée nationale? Ça vient grandement les affaiblir, puis ce que je remarque depuis quelques jours, c'est que la véritable opposition, c'est Québec solidaire. C'est eux qui sont dans les médias. Et je pense que c'est le jeu c'est ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire que oui, ils n'ont pas le même nombre de députés, mais ils ont certainement l'appui de la population, ou d'une bonne partie de la population. Et là, ils peuvent se prétendre représenter Montréal, eux aussi. Alors, pas les mêmes quartiers de Montréal, mais quand même l'île de Montréal. Et la lutte va être très serrée entre ces deux partis-là, ce qui explique un peu leur réticence à laisser de la place aux autres partis dont on ne parle pas, là, le Parti conservateur du Québec, puis le Parti québécois. Mais c'est ça, sur papier, l'opposition officielle, ce sont les libéraux, mais dans les faits, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est Québec solidaire qui a davantage de temps, de ressources et qui n'est pas dérangé par toutes sortes de conflits, controverses, et donc a davantage de temps pour s'occuper du menu législatif plutôt que de chicanes internes. Oui, Daniel, il nous reste 30 secondes. Comment vous voyez de votre côté le travail des autres partis d'opposition à l'Assemblée nationale? Écoutez, je suis d'accord que Québec solidaire peut prendre le leadership, surtout que en ce moment, les libéraux il y a des divisions aussi. Il y a un leader intérimaire, Marc Tanguay. Je pense que le Parti québécois, on ne sait pas encore si leurs 3 députés vont être capables de siéger. Il y a une nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy. Est-ce qu'elle va renverser la décision de François Paradis et laisser les 3 députés péquistes siéger, même s'ils n'ont pas prêté serment au roi? Ça, on va l'apprendre bientôt. Et il va y avoir aussi un projet de loi qui va être présenté, qui va être débattu durant cette courte session sur l'abolition de ce serment, ou en tout cas de mettre ce serment, de le rendre facultatif plutôt qu'obligatoire. On va surveiller ça de près, évidemment. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.
Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 29 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.